va se présenter. Cathy Ponce-Lardeux, Université Champollion. Je suis ingénieure de recherche en informatique. Je dirige et je coordonne les projets scientifiques sur les serious games dans l'équipe. Et je participe notamment sur la modélisation de scénarios interactifs et la modélisation d'objectifs pédagogiques dans les jeux sérieux qu'on développe. Bonjour, et donc moi je m'appelle Pierre Lagarigue, je suis prof en génie méca à Champollion et je suis aussi le responsable de l'équipe qui s'appelle le Serious Game Research Lab. Ok, là c'est mieux? D'accord. Ça marche. Alors depuis ce matin on entend beaucoup de mots différents, interactivité, serious game, apprentissage, innovation, agilité aussi. Nous allons vous présenter le travail que l'on effectue au sein de notre université. Alors avant ça, d'un point de vue, nous sommes tous dans l'ère du numérique, et ça c'est une révolution qui nous a touchés depuis les années 2000. D'ailleurs, Prensky, dès 2001, parlait de digital natives, la génération Y. On entend aussi parler de la génération Z maintenant. Depuis plusieurs années, on voit apparaître le phénomène de do-it-yourself, avec l'arrivée des Fab Labs, des MOOC, des tutos qu'on trouve à foison sur Internet. Il apparaît aussi que les jeux vidéo sont devenus un média qui est devenu populaire. Les jeux sont désormais accessibles via Internet, sur PC, sur console, sur smartphone. On peut jouer un peu partout et n'importe quand, et à n'importe quoi aussi. Le jeu vidéo fait partie maintenant de la culture populaire. On trouve des codes et des références aux jeux vidéo dans d'autres médias, dans le cinéma, à la télévision. Je pense notamment aux publicités qui font référence par exemple à Space Invaders ou les lapins crétins. Il n'y a pas longtemps, il y a le dernier film de Spielberg aussi, Ready Player One, qui fait référence à un certain nombre qui fait un clin d'œil à un certain nombre de références en termes de jeux vidéo. On a vu apparaître ces dernières années des termes comme gamification, ludification. On voit que finalement, dans la société, il y a une tendance qui est générale, qui tend à mettre le jeu en scène dans notre société. Bon, par contre, ce coup-ci, du point de vue de l'enseignant, on voit bien qu'il y a une nouvelle génération, effectivement, qui sont intéressés par tout ça, mais moi, pratiquement, ce que je voyais en classe, c'est qu'ils n'apprennent plus du tout de la même façon. De façon très terre à terre, quand on en parlait avec Cathy, quand on préparait le PowerPoint, je lui disais, moi, ce qui me marque, par exemple, c'est que quand je veux leur faire apprendre des formules de trigo, eh bien, autrefois, je leur disais, voilà la liste des formules de trigo, apprenez-les. Et puis ça marche plus. C'est-à-dire que les jeunes ne veulent plus, en tout cas pour l'expérience que j'en ai moi dans l'université, ne veulent plus apprendre. Ça marche plus. Et n'y voyez pas un jugement de valeur là-dedans. Hein. C'est pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est juste que c'est différent et que donc on ne va pas pouvoir utiliser les mêmes critères pour les jeunes d'aujourd'hui que ceux qu'on utilisait pour les jeunes d'avant. Alors en même temps, ça va pas si mal que ça parce qu'eux ont envie de nouveaux outils pour apprendre. Et de l'autre côté, c'est ce que tu as fait sur la diapo d'après, il y a les profs à côté qui, eux, ont envie d'utiliser de nouvelles techniques pour pouvoir développer de nouveaux outils. Alors c'est vrai que du point de vue de la formation, les experts pointent la nécessité de créer des environnements et programmes de formation qui reproduisent assez fidèlement l'environnement professionnel. On l'a vu avec l'exemple précédent sur l'EHPAD, créer un environnement virtuel qui représente avec une certaine créativité, l'environnement professionnel peut avoir un intérêt et c'est une des raisons pour lesquelles on se dirige, on s'oriente et on crée des jeux de formation qui vont être plus ou moins proches de la réalité. Alors créer des environnements et programmes de formation qui reproduisent fidèlement l'environnement professionnel, ça pourrait être utile pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va pouvoir exercer un individu à des savoir-faire et des compétences techniques. Alors ça, depuis des dizaines d'années, j'ai envie de dire, on a vu des environnements numériques qui proposaient de la formation à des compétences techniques. Créer des environnements virtuels de formation, ça permettrait aussi d'exercer des futurs professionnels à des compétences non techniques. Comme par exemple, communiquer, prendre des décisions, avoir du leadership, prendre conscience d'une situation quand on est dans des situations à risque, s'organiser ou planifier des tâches. Ça pourrait également être utile pour exercer des équipes interprofessionnelles à gérer des situations complexes par le biais de la simulation. On sait que dans les formations,
c'est délicat pour un formateur de proposer des mises en situation dans des environnements réels avec des objectifs pédagogiques qui sont ciblés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les élèves vont pouvoir communiquer, agir, mais le formateur ne va pas avoir une prise ou un contrôle sur le déroulé de la situation de formation. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour un formateur d'identifier des objectifs pédagogiques, mais finalement avec un déroulé de séance qui n'atteint pas forcément l'objectif qu'il avait prévu au départ. Par le biais des environnements virtuels et numériques, on va pouvoir peut-être répondre à un certain nombre de questions dans ces domaines. Alors si on regarde un peu, alors ça m'a amusé un peu ce matin, la présentation, je me souviens plus, de Fabrice Jouvenot, voilà, du CRI, où il avait une échelle entre la virtualité et la réalité. J'avais préparé cette diapo, mais c'est un petit peu différent, mais on a cette échelle qui revient entre, d'un côté, dans une situation de formation qui va se dérouler uniquement dans un environnement virtuel, et à l'autre bout de l'échelle, une situation de formation qui se déroule entièrement dans un environnement professionnel réel. Dans le premier, alors je reviens sur l'échelle, sur la situation 4, nous avons une situation de formation qui va se dérouler dans un environnement professionnel réel avec une vraie situation professionnelle. C'est-à-dire que ça va être par exemple du mentoring dans les formations en santé avec un médecin qui va accompagner la formation des internes par exemple, ou une situation de stage avec un professionnel qui va accompagner un étudiant. Ça, c'est la situation que j'ai nommée numéro 4. La première situation, la situation de formation numéro 1, elle est entièrement virtuelle dans le sens où vous allez proposer un environnement virtuel à un étudiant avec une situation pédagogique qui va être intégrée à cet environnement virtuel et sur laquelle l'étudiant va pouvoir se former. Alors entre la 1 et la 4, vous avez d'autres situations de formation. La seconde, on va mixer des objets tangibles avec un environnement virtuel. Et la troisième, on va être dans ce que les didacticiens appellent les simulateurs à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'on va avoir une reproduction à l'identique d'un environnement professionnel. Et là, par contre, on va avoir un formateur qui va proposer une mise en situation pédagogique dans ce lieu physique qui va être identique à l'environnement professionnel. Dans le cas, nous travaillons nous en particulier sur les cas numéro 1, c'est-à-dire dans des environnements qui sont uniquement virtuels avec des mises en situation intégrées à ces environnements. Donc on travaille sur des objets dont la finalité est l'apprentissage. Ces objets utilisent des concepts issus de l'industrie du jeu vidéo, design, game design, sound design, et proposent une représentation créative de la réalité, avec un niveau et un degré différent de fiction, de métaphore, de fidélité ou de réalisme, qui vont, suivant les cas, permettre à des futurs professionnels de pouvoir s'exercer. C'est ce qu'on appelle, du coup, dans la grande catégorie des serious games, les learning games. Alors, le learning game, c'est une finalité purement didactique. Il vise, ce learning game, à renseigner, transmettre, communiquer des éléments de connaissance ou des compétences aux joueurs. Il propose des éléments instructifs. Pierre me demandait d'enlever cette diapositive, puisque tout le monde est censé, enfin, dans le public a priori, connaître un peu ces éléments-là. Et puis j'ai souhaité le laisser, parce que même si ça semble être a priori normal, c'est vrai que dans les équipes de conception qui travaillent sur des learning games, il semble important de rappeler qu'il faut que figurent des experts et de la formation et de la discipline. Quand on veut faire un jeu, par exemple sur la formation des personnels en EHPAD, ça a été rappelé tout à l'heure, dans l'équipe de conception, il y a bien des experts de la discipline et de la formation qui participent à la conception de ces jeux. On connaît des jeux vidéo dans le domaine de la santé qui sont proposés, mais pour autant, il n'y a pas forcément d'experts qui participent à la conception et le développement de ces outils. Et donc c'est difficile, en tout cas après, de pouvoir dire on transmet des connaissances au travers de ça. Alors, les vecteurs de diffusion de ces learning games est aussi important parce que ça permet d'accorder une certaine crédibilité aussi aux jeux qui sont développés. Alors c'est vrai que dans le monde universitaire, j'ai envie de dire, c'est pas très compliqué de trouver des experts des disciplines pour pouvoir développer ces jeux, et c'est une grande force de l'université. Mais aussi une grande force dans les vecteurs de diffusion. C'est-à-dire qu'il y a une légitimité de l'université à développer et à diffuser des jeux de formation réalisés avec des experts.
Enfin, je termine là-dessus. On pourrait définir le learning game comme étant à la fois l'utilisation de mécanismes issus de l'industrie du jeu vidéo, avec des scénarios pédagogiques intégrés au moteur de jeu, mais surtout des éléments de monitoring et de feedback qui vont permettre de produire des outils et des indicateurs à la fois aux étudiants qui sont en train de se former, mais surtout aux formateurs qui vont pouvoir évaluer l'acquisition de connaissances, ou en tout cas le degré d'implication des étudiants dans le jeu. Alors du point de vue de formateur, le Learning Game c'est un outil conçu pour être suffisamment malléable, qui est susceptible de s'adapter au rythme d'apprentissage de chacun. Donc on voit on a parlé ce matin de personnalisation de l'apprentissage avec des classes qui sont très hétérogènes. L'idée c'est de pouvoir mettre dans ces moteurs de jeu, de formation, des outils qui permettent à chacun d'évoluer, de progresser à son rythme. Et d'un point de vue de l'enseignant, d'utiliser ces outils, de pouvoir utiliser ces outils dans différentes situations d'apprentissage, à la fois pour proposer une activité de découverte, ou alors pour proposer un outil pour que les étudiants puissent s'entraîner, se perfectionner, ou même un outil d'évaluation. Et moi je dirais là-dessus que ça c'est un peu le point de vue du concepteur. Si on se met un peu si on place du côté du prof, ce qui est surtout important du côté du prof, il nous semble, c'est que il faut que le jeu soit suffisamment malléable pour qu'il puisse s'adapter au prof. Finalement, on est tous pareils. Même pour essayer que 2 plus 2 ça fait 4, tous on se refait un cours. Il y a des tutos partout sur internet et des cours, n'empêche qu'on se refait tous un cours. Et tout ça, ça marchera bien, on le prendra à condition que le prof soit capable de prendre ce jeu et arrive à l'intégrer dans son cours. Et après, ouais, si on le fait du point de vue de l'élève, vas-y. Alors du point de vue du jeu, finalement, un learning game, c'est un environnement conçu avec un scénario engageant qui va proposer dans un univers immersif une mission. On l'a vu dans l'exemple que vous l'avez donné, dans la petite démonstration que vous avez faite. C'est définir un objectif de mission, un objectif à atteindre, proposer des interactions qui vont permettre aux joueurs ou aux étudiants d'interagir avec l'environnement pour pouvoir atteindre l'objectif qui a été fixé au début de la mission, et avec une certaine incertitude sur l'issue du déroulé de la partie. Et c'est aussi cette incertitude, cette notion d'imprévisible, d'inconnu, d'inattendu, qui va susciter une certaine curiosité, un intérêt, et donc qui va être source de motivation. Le challenge aussi, c'est une source de motivation. Le challenge, c'est de savoir finalement, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais avoir les compétences, les connaissances pour atteindre la mission qui m'a été confiée. On a fait des expériences justement où il y avait des étudiants qui se sentaient vraiment très à l'aise avec les interactions, le monde du jeu vidéo, et qui pour autant n'avaient pas les connaissances techniques pour atteindre l'objectif qui était fixé dans le jeu. Et par ailleurs, on a eu des étudiants aussi qui étaient bons dans la discipline, mais qui par contre n'étaient pas aguerris aux éléments de gameplay et qui pour autant du coup, n'arrivaient pas forcément à atteindre les missions. Et l'interaction entre ces deux types de profils a un intérêt, une émulation, une dynamique dans la classe. Pour donner un exemple très pratique, en fait, on avait fait des compétitions et en finale, il y avait des étudiants des arts et métiers et des étudiants d'un lycée professionnel. À la fin, c'est les étudiants du lycée professionnel qui ont gagné. C'est pas que les étudiants des arts et métiers ne savaient pas, c'est simplement qu'ils cliquaient pas aussi vite que les autres. Voilà, donc les autres étaient excessivement fiers de montrer qu'eux, en lycée, avaient réussi à faire plus vite que des étudiants à Bac plus 5. En plus aussi sur la motivation, on y reviendra tout à l'heure, mais ce qui nous semble aussi excessivement intéressant, c'est la sensation de progresser, de se rendre compte à la fin qu'ils ont plus de compétences au bout du jeu qu'ils en avaient au départ. Parce que le jeu va provoquer l'intérêt, les gens vont venir, mais après pour qu'ils restent, pour qu'ils continuent, il faut qu'ils y prennent du plaisir, et ils vont y prendre du plaisir, pas tant pour jouer, parce qu'ils savent bien que quand ils vont en cours, ils n'y vont pas pour jouer, ils vont pour apprendre. Et s'ils sentent qu'à la fin du jeu, ils ont compris des choses qu'ils n'avaient pas compris au début, ça leur fait plaisir, ils ont envie de continuer. Et on y reviendra tout à l'heure, parce que pour sentir qu'ils ont progressé, il va bien falloir à un moment donné qu'il y ait une évaluation qui leur montre qu'ils ont progressé. C'est aussi l'interactivité qui offre une certaine expérience de jeu et qui va avoir une incidence sur l'apprentissage. Et ce que tu dis, c'est que l'incidence sur l'apprentissage, c'est à partir du moment où on sent qu'on a progressé, mais du coup, on a envie d'aller plus loin. Alors, dit comme ça a l'air simple, ça l'est pas forcément. On se retrouve, quand on conçoit un jeu,
face à différentes problématiques. La première, c'est de représenter un univers professionnel dans un environnement virtuel, de savoir, comme ça a été dit tout à l'heure, quel niveau de réalisme on va mettre à l'intérieur. Est-ce que finalement, si on fait un jeu sur le bloc opératoire, est-ce qu'ils vont accepter d'opérer un extraterrestre ou pas? Est-ce que si on fait un jeu pour les personnels infirmiers, qui est censé transmettre par exemple des connaissances ou des compétences sur de l'organisation du travail ou sur du management, est-ce qu'ils acceptent? Et quel degré de métaphore ou de fiction ils vont accepter dans les scénarios? Donc ça, c'est vraiment une problématique. Ensuite, comment on va représenter graphiquement cet univers, à la fois au niveau problématique au niveau narration, mais aussi au niveau représentation graphique. Ensuite, une des problématiques, c'est proposer une mise en situation qui va être favorable à la mobilisation des compétences ciblées, voilà, de manière à ce qu'on puisse mettre en situation des étudiants pas face à, comme dans la réalité, à une multitude de compétences à mettre en jeu, mais uniquement les compétences qu'on souhaite évaluer. Une des problématiques, c'est de proposer des interactions en lien avec l'activité et les compétences ciblées, de manière à ce que quand on propose un objectif de mission, on donne les moyens aux joueurs ou à l'étudiant d'atteindre cet objectif. Enfin, mettre en cohérence des briques de gameplay pour servir un objectif pédagogique. Ça ne sert pas forcément de multiplier les briques de gameplay et qui vont certes enrichir le scénario, mais qui ne vont pas avoir un apport pertinent d'un point de vue pédagogique. Et enfin, j'ai presque envie de dire, c'est le plus important, même si souvent dans les budgets, effectivement, développer des outils de monitoring et d'évaluation, c'est compliqué. Ça veut dire faire des choix sur des fois réduire peut-être le périmètre des contenus pour avoir du budget pour développer des outils de monitoring. Mais la dernière problématique, c'est de mettre en place des outils de monitoring pour pouvoir évaluer les compétences qui vont être sollicitées dans ces mises en situation et d'apporter une remédiation à la fois aux étudiants pour la remédiation et apporter des outils de learning analytics pour les formateurs de manière à ce qu'ils puissent suivre de manière, on va dire, globale dans la classe les évolutions et la progression pédagogique. J'ai envie de dire dans ce que tu viens de présenter que pour nous, universitaires, on est tous ici des universitaires, on connaît bien l'importance de pouvoir faire une vérification expérimentale à la fin de ce qu'on a fait. Et donc si on n'a pas mis en place les Learning Analytics, comment on fait pour montrer l'intérêt de ce qu'on a fait? Comment on fait pour montrer qu'on a transmis quelque chose? Voilà. Alors on va vous présenter 3 exemples de Serious Game qu'on a développés dans l'équipe. On a fait des choix. Sur 3 caractéristiques. La première, c'est un exemple de transmission de connaissances théoriques avec un jeu qui s'appelle Totem. Un second exemple basé sur la transmission de compétences techniques, qui est le jeu Mecha Genius. Et un dernier exemple sur la transmission de compétences non techniques avec le jeu 3D Virtual Operating Room, j'ai mis l'acronyme 3D VOR. Je te laisse faire le premier, Pierre. Je vais vous faire... Alors, en fait, je me rends compte en discutant que quand il parle sur une partie, moi sur une autre, en fait, dans la pratique, vous doutez, comme dans toutes les équipes, il n'y en a pas un qui fait ceci, un qui fait cela. Tous ont fait un peu de tout. Mais moi, je suis plus à l'aise pour parler. Comme je viens de génie méca, je suis plus à l'aise pour vous faire la partie génie méca. Et puis, évidemment, Cathy, qui est ingénieur en info, est plus à l'aise sur la partie info. Voilà. Totem, c'était un outil pour faire apprendre l'anglais technique à nos étudiants. Parce que il nous semblait qu'un étudiant dans un domaine technique qui ne parle pas anglais, s'il a des idées mais qu'il ne peut pas les transmettre, c'est pas la peine. Donc c'était obligatoire d'avoir un vocabulaire technique. Et c'était parti un truc très simple. Un jour, on voulait traduire une phrase, il y a un gars qui nous a dit « Mais moi je suis prof d'anglais, je vais vous aider. » Je dis « Ah, c'est super, on voudrait dire que les billes du roulement de direction, elles sont matées. » Et le gars nous a regardé. Il ne savait pas ce que c'était un roulement, il ne savait pas ce que c'était une colonne de direction, il ne savait pas non plus ce que ça voulait dire mater. Donc la traduction et le prof d'anglais, ils ne peuvent pas tout savoir, c'est pas possible d'être bon dans tous les domaines. Donc il y a d'autres possibilités. Les autres possibilités en domaine technique, il y a un truc qui s'appelle le Courseau, c'est un dictionnaire technique, mais c'est une petite image que vous avez là-haut. Voilà, il y a 16 volumes, je ne sais plus combien, enfin voilà, c'est assez aride à aller chercher. Après, vous connaissez tous le Google Traduction. Bon, en l'occurrence, on parlait d'une pièce dans un tour, une pièce à fabriquer dans un tour, une machine d'usinage. Il m'a traduit la pièce par room, il a traduit le tour par tower, et avec ça, c'est sûr que tout était faux.
Voilà. Mais je vous... Enfin, bon. Et des comme ça, il y en a des dizaines. Alors après, on est allé chercher des outils plus compliqués comme Lingui. Lingui, c'est bien, j'ai posé une question, j'ai eu 3 traductions différentes. Je me suis dit, bon, je vais aller voir dans le grand dictionnaire fait par les Canadiens, j'ai eu une 4e traduction. Et comment je fais avec tout ça? Donc voilà, quand on a senti la difficulté pour les étudiants, parce qu'on voulait leur faire des cours en anglais, mais s'ils n'avaient pas les termes, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Donc on a mis en place un jeu. Alors, c'est quelque chose d'excessivement simple, on ne vous détaille pas comment on est arrivé à ça, c'était juste pour vous dire un peu plus le retour d'expérience sur cette utilisation. Donc on a mis un ensemble de mini-games qui sont accessibles directement sur Internet, où à l'intérieur il y a du son, il y a des images. En l'occurrence là, c'est une partie qui était sur une sorte d'anagramme et il fallait recomposer des mots. Et on a essayé de voir avec ça comment ça marchait avec les étudiants. Puisque quand je vous disais tout à l'heure que ça ne marchait pas de leur faire apprendre des formules de trigo, en tout cas, ça ne marchait pas mieux pour nous non plus de leur filer des listes de mots en anglais, de leur dire ben, apprends et demain on fait l'interro. On a essayé quand même. Donc voilà, on a essayé. Tout de suite, ben, c'est super bien passé avec les étudiants. Est-ce que vous voyez le retour? Il y a 100% qui disent qu'ils sont contents. Alors, plus ou moins, mais à 100%, ils sont contents. Suffisamment même pour qu'ils nous demandent de rejouer. Et à côté, on a mis les résultats sur la progression. Alors bien sûr, on peut dire que évidemment qu'ils progressent. S'ils ne connaissaient pas le terme, ils jouent et après ils connaissent, évidemment. Mais comme on n'arrivait pas à leur faire apprendre des listes de vocabulaire, j'avais du mal à comparer avec une autre façon de faire. Ce qui est sûr, c'est que les étudiants, ils progressent, ils sont contents, ils ont envie de refaire. Donc, rien que sur des petits jeux simples comme ça, manifestement, ça marche particulièrement bien. Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait avec l'INSA, avec l'IUT, avec la fac de Toulouse aussi, avec la fac de Barcelone. Le résultat que je vous mets à droite, c'était un de Champollion, mais ça aurait pu être n'importe lequel. À chaque fois, ça marche de la même façon. Bon, par contre, pourquoi ça marche? Ben, ça marche parce que, sur celui-là en tout cas, parce que ça ne fait pas un travail supplémentaire pour le prof. Quand le prof, il faut qu'il commence par s'investir pour apprendre le jeu, pour pouvoir s'en servir, déjà, ça limite énormément le nombre de personnes qui veulent bien s'impliquer. Ensuite, il n'y a aucune explication qui est nécessaire pour les étudiants. Pour eux, ça marche tout de suite, ils ont compris, ils font, et ça se passe bien. C'est utilisable à n'importe quel moment du cours. On peut le prendre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, il ne faut pas trop en exagérer, mais on fait un petit bout par-ci, un petit bout par-là, ça se passe bien. Par contre, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont progressé, ce qu'on disait tout à l'heure, et donc c'est important de leur mettre une évaluation, pour qu'ils voient bien que finalement, ça y est, ils ont appris des mots. Et qui voient cette progression. Alors après aussi qu'on va mettre avec une note, parce que quand même il faut qu'il y ait une carotte au bout. Mais quand ils voient qu'ils vont avoir une meilleure note parce qu'ils ont appris plus de mots, ça va bien fonctionner. Par contre aussi, pour que ça fonctionne, en tout cas sur ce type-là, on s'est rendu compte que pour que ça fonctionne bien, comme on faisait toute la partie apprentissage avec le jeu, il fallait que l'évaluation aussi soit faite avec le jeu. Ce qu'a fait Julien tout à l'heure, c'était sympa ce qu'il faisait. Et bien là c'est pareil, il faut qu'on fasse la même chose. Et quand on montre aux étudiants où est-ce qu'ils en sont, à chaque fois on s'arrête, il y a combien qui ont gagné, il y a combien qui ont répondu, on fait des chronos sur le temps de réponse, des trucs comme ça, ça marche super bien. Mais ça marche bien à partir du moment où c'est un global. On est parti sur le jeu, on continue sur le jeu, et tout ça, ça fonctionne bien. C'est vrai que nous, on n'a pas utilisé Kahoot. On a des boîtiers de vote interactifs, mais j'imagine que vous connaissez tout ça, avec les mêmes fonctionnalités que Kahoot finalement. Voilà, c'est pas ça. Voilà. Quel que soit le système, à partir du moment où ça fonctionne, on peut voir, on peut arrêter, on peut voir combien il y en a quels sont ceux qui sont en tête, les vitesses de temps de réponse, ceux qui progressent, mais aussi de voir juste les étudiants qui se retournent. Ah, t'as pas voté, vas-y, dépêche-toi. Ça fait une émulation dans la classe, ça marche très bien. On l'a vu ce matin, ça a bien illustré aussi. Hein. Voilà. C'est qu'on sent une dynamique, l'interaction sur un sujet particulier, ça crée une dynamique qui est intéressante. Juste pour ajouter un mot pour finir sur ce projet-là, c'est un projet qu'on a développé en interne au laboratoire, donc sans partenaire industriel. Ce jeu est disponible en ligne, on l'a dit. Voilà. Un autre exemple sur la transmission de compétences techniques avec le jeu Mecagenius, qui est un jeu de formation au génie mécanique pour former des opérateurs sur machine-outil à commande numérique, à l'optimisation. On a découvert un atelier de génie mécanique et l'utilisation de machines-outils pour optimiser une production, on va dire. C'est un jeu qui contient un peu plus de 200 activités pédagogiques, donc un volume important d'activités pédagogiques scénarisées. Je te laisse. Ouais, et alors là, par contre, le jeu est beaucoup plus gros.
Et donc finalement, c'est pas du tout la même approche, c'est pas la même mise en œuvre. L'objectif, c'est toujours la même chose, c'est de transmettre un savoir, mais ça va peut être implémenté de la même façon dans la séquence d'enseignement. Je laisse Cathy lancer la vidéo. Si. C'est sur votre écran. Je vais vous dire quelques mots sur Mecha Genius. Donc Mecha Genius, c'est un jeu qu'on a développé. C'est quelque chose qui est ancien, qu'on a commencé en 2007. On a eu un premier financement en 2009 et on a commencé à sortir un premier produit qui était diffusable en 2013. Et qu'on diffuse depuis, on va dire, régulièrement depuis 2014, aussi bien dans les lycées que dans les universités, puisqu'en gros c'est un outil qui va de Bac-3 à Bac+3 à Bac+4. Mecha Genius, donc c'était vraiment pour faire découvrir les ateliers de génie mécanique aux jeunes, vraiment partir des débutants complets et aller jusqu'au niveau Bac+5, Bac+4, on va dire à peu près, pour optimiser une production au sein d'un atelier de génie mécanique. Il y a à l'intérieur, il y a à peu près 213 activités, et donc ça nous a imposé au départ de commencer par... Ouais, d'abord de bien préciser qu'est-ce que c'est qu'on voulait faire comme compétences, parce que c'était excessivement large, et de façon à ce qu'on puisse après évaluer ces compétences. Si on ne commençait pas à les définir et dire exactement qu'est-ce que c'est qu'on allait évaluer, c'était compliqué par la fin d'avoir les critères pour pouvoir faire cette évaluation. Alors on va laisser passer le trailer, on continuera tout à l'heure.
Oui, donc comme le... c'est pas ça que j'imaginais. Bon. Tu viens un peu sur celle-là. Oui, Mecha Genius, en fait, il a été primé en 2016 au Trophée francophone du numérique dans la catégorie développement pédagogique innovant. C'est un projet qui a été développé en plusieurs phases. On a commencé à travailler sur ce projet en 2007 en développant un premier prototype universitaire. Et ensuite, nous avons été lauréats de l'appel à projet Serious Gaming, auquel on avait candidaté avec une entreprise privée parisienne d'ailleurs, KTM Advance. Et là, nous avons développé un prototype industriel qui a été mis sur le marché en 2012 par là. Ouais, ça a commencé à être vendu à partir de 2014. Voilà, avec 2 thèses soutenues sur ce projet, une en didactique et une en sociologie. Une dizaine de personnes impliquées. Voilà. Alors, comme le projet était beaucoup plus gros, en fait, on a fait aussi des évaluations qui étaient beaucoup plus importantes. On a fait ça avec 3 laboratoires, un laboratoire de didactique professionnelle, un laboratoire de socio et un laboratoire de psycho, pour voir comment les gens percevaient ça et comment on arrivait à transmettre des compétences. Ça, c'est l'évaluation qui a été faite par les sociaux, qui montre que finalement, il y a 65% de personnes qui disent y prendre du plaisir, contre 35% qui disent ne pas y prendre du plaisir. Donc au départ, nous avons été relativement déçus. C'est quand même, ça fait 35% de gens qui sont vraiment pas contents de jouer à ça. Les sociaux nous ont dit non, mais c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Ils nous ont dit maintenant, prenez une classe, puisqu'en l'occurrence c'était les classes et les bacs pro, ils nous disaient demandez à 100% des élèves et regardez combien il y en a qui vous disent je suis content d'aller en classe. Et si vous en avez 5%, ce sera bien le bout du monde. Donc en avoir 65% qui étaient contents de venir, nous dit ça c'est un très fort niveau d'acceptabilité du produit. Après on a regardé aussi au niveau des psychos comment les étudiants appréciaient cet outil-là. Alors là, comme vous voyez, le vert, le rouge et le bleu, le vert c'était les gens qui étaient intéressés par le génie méca, les 28%, le rouge, c'est pourquoi pas, et les bleus, les 34%, c'est les gens qui avaient strictement aucun intérêt pour le génie mécanique. Après, la deuxième colonne, le bilan de l'intérêt situationnel, c'est pour voir comment les gens ont envie d'essayer ça. Il y avait un nouveau produit, comment ils avaient envie d'essayer. On se rendait compte qu'il y avait 53% qui avaient vraiment envie, contre les bleus, 24% qui étaient, eux, ça laissait complètement indifférent, ils n'avaient pas du tout envie de tester ça. Et la troisième colonne, c'est après avoir joué avec ça, comment les étudiants ont envie de continuer, puisque la phase de découverte est passée, qu'est-ce que ça donne? Et on se rend compte que finalement, au départ, on avait juste 50% les verts plus les rouges de gens qui étaient relativement intéressés par le génie méca, et on se trouve qu'il y a 70% qui ont envie de continuer à jouer avec cet outil-là. Donc ça veut dire que non seulement l'outil, ça les intéresse, mais ça leur donne envie de découvrir la discipline et d'aller plus loin, parce que ce mode de transmission leur a fait découvrir des choses qu'ils n'imaginaient pas, ou leur a fait toucher du doigt des compétences auxquelles ils n'avaient pas été sensibilisés. Non seulement ça permettait de faire passer les compétences, mais en plus ça permettait d'attirer les étudiants. Alors pour nous, attirer les étudiants, c'est excessivement important. Vous savez le problème de la désaffection des jeunes pour tout ce qui est discipline technique. Donc pouvoir les faire venir et pouvoir ensuite les former, pour nous ça c'était un réel progrès. Et le troisième, alors ça a été fait par un collègue de didactique. Vas-y. Non, c'était ça. Donc il nous disait que effectivement il y avait bien une acquisition de savoir qui était adaptée au rythme de chacun, sans s'en douter un peu, mais c'était bien qu'il lui puisse le quantifier. Qu'il y avait une dynamique différentielle d'apprentissage selon les élèves, autrement dit chacun pouvait se le faire à son rythme, qu'il y a une véritable malléabilité de l'outil qui permettait aux enseignants de se l'approprier, de s'en servir comme ils voulaient, en projet, en délégation, en découverte, etc. Qui permettait de prodiguer une qualité de formation constante, c'est-à-dire que les lycées soient riches ou pas riches, qu'il y ait un atelier très développé ou pas développé, ben les étudiants finalement ils avaient tous la même formation, et que c'est pas parce que ils étaient dans un lycée riche ou dans un lycée moins richement doté que la formation était meilleure ou moins bonne. Alors, c'est vrai que ça me fait penser au retour qu'on a eu des étudiants en Côte d'Ivoire. On a utilisé ce jeu en Côte d'Ivoire sur une semaine avec, de formation avec des étudiants de Yamoussoukro. Et eux étaient en formation de génie mécanique, ils n'avaient pas de machine-outil à commande numérique. Donc quand ils ont joué au jeu, c'est la première fois réellement qu'ils interagir avec une machine. Ils n'avaient eu que des cours théoriques. Alors nous, on n'avait pas imaginé en fait que cela était possible.
Et c'est vrai qu'on a eu ce retour d'étudiants qui finalement étaient contents de voir comment une machine-outil pouvait se comporter. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, ils faisaient des cours de programmation de machines, mais ils écrivaient le programme à la main et puis ça s'arrêtait là et le prof leur disait « Je suppose que le programme marche bien ». Mais oui, ils ne voyaient rien, ça ne bougeait jamais. Quand on parle de formation à qualité constante, effectivement, Voilà. ça peut avoir un intérêt aussi de ce point de vue-là. Bon, par contre, après, le collègue didactique est allé voir lui sur les traces, puisqu'on a relevé les traces de tous les étudiants, voir comment ils se comportaient au sein du jeu. Et ces traces-là étaient excessivement intéressantes parce que ça a permis de montrer que malgré tout, le jeu, il ne change pas le monde. Les bons, ils restent les bons. Et les autres restent quand même un peu aussi les autres. Et c'est-à-dire que Mechaginus tout seul ne permettait pas de faire... en tout cas, il n'optimisait pas l'enseignement tant qu'on le laissait le jeu tout seul. Pour essayer d'optimiser l'impact pédagogique, il fallait qu'il y ait un accompagnant à côté. Dit de façon autre, l'étudiant, quand il n'y arrivait pas, celui qui était bon, il essayait là, puis avec l'aide, il progressait. Et puis les autres, ils cliquaient, ils recliquaient, ben, ils tapaient le mur, mais tant qu'on l'aidait pas, qu'on ne lui expliquait pas, ben non, il faut passer par là, mais lui, il appuyait contre le mur et ça ne bougeait pas. Voilà. Donc, ça a permis beaucoup de choses, ça a permis de remotiver des étudiants, mais les étudiants qui ne veulent rien faire, ou les étudiants qui ne sont pas intéressés, de toute façon, voilà, quand ils veulent rien, et pas davantage un jeu qu'autre chose. Bon, et après, ce coup-ci, du point de vue du prof, de façon très terre-à-terre, en oubliant tous les termes techniques, en pratique, est-ce que ça marche? Eh bien, pratiquement, nos étudiants, ben oui, ils acquièrent des compétences, ils les acquièrent plus vite, et en tout cas, ça permet de mobiliser un PC qui vaut moins de 2 000 € à côté d'une machine-outil qui en vaut 200 000. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est excessivement intéressant. Je ne sais pas vous dire, je n'ai pas de résultats quantitatif. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que parce qu'ils savent faire sur la machine, comment ils seront bien sur le PC, comment ils sauront bien faire sur la machine, ça suppose aussi qu'on soit capable de prendre en compte, la partie transposition de l'un à l'autre, et ça c'est très compliqué. Donc, ouais, ça marche. Je vais aller vite. Je recule juste. Bon, mais ouais, on détaillera plus tard une autre fois. Alors pour l'exemple des compétences non techniques, j'espère que ça va marcher un petit peu mieux la vidéo. On a développé un serious game, un jeu de simulation qui s'appelle 3D Virtual Operating Room, qui est destiné aux professionnels du bloc opératoire pour les former à la gestion et prévention des risques qui sont liés à des défauts de communication ou de prise de décision dans le bloc opératoire. Il faut savoir qu'en France, il y a environ 65% des événements indésirables qui sont liés à la chirurgie et que 24% de ces événements indésirables sont évitables. Qui sont évitables et liés à des défauts de communication. Je vais essayer de vous passer une vidéo. Au bloc opératoire, la moitié des événements indésirables graves seraient évitables et un quart est causé par une communication insuffisante entre professionnels. Salle d'accueil du bloc opératoire. Olivier Le Bihan est opéré d'une tumeur cérébrale. Vous incarnez l'infirmier de bloc, responsable checklist. Avec vous dans l'équipe, Jean l'anesthésiste et Pierre le chirurgien. Votre première mission est la vérification du site opératoire. Vous vous présentez à Monsieur Olivier Le Bihan. Vous lui demandez de vous confirmer son intervention et le site opératoire. Le patient confirme qu'il doit être opéré d'une tumeur cérébrale. Vous le transmettez au reste de l'équipe. Jean l'anesthésiste consulte la feuille d'anesthésie. Il transmet à l'équipe qu'il s'agit d'une tumeur cérébrale, mais le côté n'est pas précisé sur son document. La vérification du site opératoire se poursuit. Pierre, qui incarne le chirurgien, consulte l'IRM. Il vous communique la présence d'une tumeur cérébrale du côté gauche. Vous demandez l'avis de l'équipe avant de confirmer le site opératoire sur la checklist. Vous voyez que chaque joueur reprend l'information de l'IRM et confirme qu'il s'agit d'une tumeur cérébrale gauche. Vous confirmez l'intervention et le site opératoire dans la checklist. Attention, le risque d'erreur de site opératoire n'a pas été maîtrisé. L'IRM consultée n'était pas celle de votre patient.
C'est un exemple de risque parmi tant d'autres, et heureusement, c'était une simulation. C'est un jeu qui est multijoueur, donc chacun joue son rôle dans la simulation. L'anesthésiste va jouer l'anesthésiste, le chirurgien joue le chirurgien, les infirmières de bloc opératoire jouent les infirmières de bloc opératoire et les infirmières anesthésistes aussi. Voilà. Alors l'objectif c'est de mettre en situation les professionnels de bloc opératoire de manière à ce qu'ils puissent être confrontés à des situations professionnelles standards, à risque ou critiques, de manière à ce qu'ils puissent anticiper et prévenir des événements indésirables, réels ou connus, c'est-à-dire qu'on crée dans cet environnement virtuel artificiellement les conditions de survenue d'un accident, ce qui est impossible à faire en réalité, ce que je vous disais tout à l'heure, faire une formation interprofessionnel dans un environnement réel entièrement contrôlé, c'est impossible. Du coup, on a mis en place cet environnement virtuel entièrement contrôlé de manière à ce que les joueurs puissent interagir, communiquer, prendre des décisions, de manière à pouvoir gérer au mieux la situation qui va être proposée. Ils vont acquérir une expérience concrète de situations complexes, de manière à comprendre l'impact des défauts de communication sur la gestion de la situation. Ça va aussi révéler l'impact des défauts de communication et des prises de décision, c'est-à-dire que si chacun ne communique pas bien des éléments d'information aux autres, chacun va avoir une représentation erronée, ou en tout cas erronée de la situation qu'ils sont en train de vivre, et du coup les décisions qu'ils vont prendre vont être inadaptées par rapport à la situation. Ça va aussi leur montrer l'intérêt d'appliquer les procédures de sécurité, etc., s'entraîner sur la communication, la prise de décision, le leadership ou la conscience de la situation. On a fait un certain nombre de séances d'expérimentation avec le CHU de Toulouse, qui est partenaire du projet, et avec les écoles IAD IBOD et les internes du CHU. Les principaux résultats sont les suivants, que l'environnement virtuel est opérationnel et directement utilisable en formation, que les systèmes mis en œuvre dans cet environnement sont suffisamment intuitifs pour être pris en main dès les premières minutes de jeu, qu'il y a une forte implication des étudiants durant les séances. Sur la facilité d'utilisation, on voit dans les chiffres qu'il y a 63% des étudiants qui considèrent que l'environnement est facilement utilisable et qu'il rend bien compte de la réalité du bloc opératoire. En réalité, ça a montré, ces expérimentations, que les opinions qui n'étaient pas exprimées par les différents corps professionnels, en réalité, en fait, étaient révélées au sein de l'environnement virtuel. C'est-à-dire que, si on donne un exemple concret, l'infirmière n'a pas forcément envie de contredire en réalité un anesthésiste ou un chirurgien, mais dans le jeu, ils argumentent leurs décisions et proposent des opinions en fait, qui reflètent leurs sentiments, qui va quelquefois, et même souvent, à l'encontre des opinions d'autres corps professionnels. Ces expérimentations ont permis aussi de révéler que dans la majorité des cas, pour 66% des cas, l'équipe n'est pas d'accord sur la conduite à tenir face à une situation qui était imprévisible. Et ça, c'est important de le noter, parce que du coup, dans l'environnement, ils sont confrontés à des conflits qui, dans certains cas, sont résolus dans l'environnement, et dans d'autres, en fait, sont résolus, ou en tout cas, le raisonnement est accompagné dans le débriefing avec le formateur à l'issue des sessions de jeu. Je vais passer peut-être un peu plus vite sur les résultats. Je pense qu'on a écoulé le temps. Voilà, c'est terminé. Dernier mot, simplement pour dire que ce projet, en fait, c'est un projet qui a été fait avec 2 industriels, un en région parisienne, un en région Rhône-Alpes, NovaMotion, qu'il a été fait en partenariat avec les hôpitaux de Toulouse entre 2012 et 2016, et avec un certain nombre de laboratoires en informatique, en didactique, en psychologie, ergonomie, et voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Première question. Merci beaucoup. Je voudrais
vous poser une question. On voit ce que vous avez dit à la fin de votre exposé montre que ces jeux peuvent nous apprendre sur ce qui se passe réellement dans une salle d'opération. C'est-à-dire que 66% des cas, il y a des désaccords. Et on voit bien comment le jeu peut nous permettre de progresser dans l'approche de ce type de situation qu'on ne voit pas dans la réalité. Mais ma question porte est-ce que vous avez pu étudier l'impact du fait de travailler, et c'est vrai aussi pour l'autre exposé tout à l'heure, le fait de travailler sur du virtuel, sur du jeu, est-ce que vous savez s'il y a eu des études sur l'impact sur le réel? Parce que à force de jouer, on peut ensuite aborder le réel comme du jeu. Et donc pas forcément se dire, tiens, là je suis dans le réel et c'est réellement grave hein, ce que je fais. C'est un impact réel. On l'a vu d'ailleurs dans des faits divers. Des médecins notamment ont pu jouer dans la salle d'opération, peut-être par habitude du jeu. Alors en réalité, il y a plein d'autres raisons qui peuvent expliquer cela. Mais à mon sens, le lien entre le virtuel et le réel est aussi à travailler. Alors, ouais, je ne voudrais pas trop affirmatif sur le bloc opératoire, tu le diras peut-être mieux que moi. Moi, sur la partie génie méca, il n'y a pas d'ambiguïté parce que de toute façon, dans le monde réel, devant la machine, ça fait du bruit, ça sent mauvais, ça vibre, ça bouge. Là, ils sentent bien qu'ils sont dans le réel et ils ont toujours la même inquiétude. Avant d'appuyer sur le bouton départ, ils réfléchissent qu'ils aient fait le jeu avant ou pas parce qu'ils sentent bien que s'ils font une erreur, ça va taper, ça va coûter cher. Donc voilà, l'environnement n'est pas le même et donc il y a une telle différence. En fait, c'est ça, c'est précisément ça. C'est-à-dire, quand on a l'habitude de le faire sur un jeu et que ça ne coûte pas cher, est-ce qu'on ne le fait pas par aussi négligence ou par défi dans la réalité? Pour ce que j'en ai vécu moi, non. Il n'y avait vraiment aucune ambiguïté. Et sur le bloc, je n'oserais pas être trop affirmatif. Alors sur le jeu, sur le bloc opératoire, on ne les fait pas travailler sur des compétences techniques. On les fait travailler sur de la communication, sur de la prise de décision. Donc là, ce ne sont pas des interactions au clic. C'est-à-dire qu'ils ne font pas du farming avec du clic comme ça, ils ne cliquent pas. Donc, ils collectent des informations, ils les mémorisent, ils décident de les transmettre aux uns ou aux autres. Et il n'y a pas d'interaction systématique, j'ai envie de dire. Ou alors, quand on l'a vu quelquefois, nous, dans les séances de playtest, sur de l'interaction systématique, c'est par exemple, j'ai collecté 20 informations, je vais décider des 20 informations, je vais les envoyer aux autres. Et du coup, on a mis des mécanismes en fait dans le jeu qui permettent de limiter ce comportement. C'est-à-dire que envoyer trop d'informations à quelqu'un, l'information, il ne va pas les écouter, il ne va pas les entendre. Et donc, on a reproduit, on a mis des règles de métaphores qui permettent en fait d'éliminer ou en tout cas d'interdire ce genre de comportement dans le jeu. Pour faire le parallèle entre le réel et le virtuel, dans le jeu, effectivement, c'est complètement virtuel. Pour autant, les situations qui sont vécues, d'après ce qu'on en a vu, les étudiants s'immergent complètement. C'est-à-dire qu'ils ont peur de faire des bêtises, ils ont peur d'opérer le mauvais patient, ils ont peur d'opérer du mauvais côté, ils ont peur de ne pas suivre la procédure de sécurité. Et en même temps, on a fait des scénarios qui leur permettent de comprendre que quelquefois, il faut s'affranchir de la procédure de sécurité pour pouvoir gérer mieux la situation. Dans le cas général, on leur montre aussi que il faut qu'ils appliquent la procédure de sécurité. Mais que dans des cas très particuliers, des cas critiques, ils peuvent s'en affranchir, en tout cas ajuster cette procédure de manière à pouvoir gérer mieux la situation. Par contre, après, je suis en train de réfléchir. Tu sais parce que tu avais fait une séance de jeu où les étudiants, ils s'engueulaient carrément. Je veux dire, oui. Vraiment. Et donc, si finalement, ils vont trop loin et s'ils prennent l'habitude dans le bloc opératoire de réagir comme dans le jeu, c'est-à-dire que l'infirmière dit carrément au médecin, non, je ne suis pas d'accord. Et peut-être que ce ne sera pas plus mal. C'est vrai. Parce que pour l'instant, vous connaissez bien le problème de la hiérarchie dans un bloc opératoire, c'est dans un cockpit d'avion, le chef, il est chef et les autres. C'est difficile de dire au chef qu'il a tort. Voilà. C'est vrai qu'on a assisté à ça avec des étudiants qui s'énervaient ou qui avaient des comportements un peu agressifs en disant « mais moi je te l'ai dit, c'était ça mon argument, il fallait m'écouter, je savais que c'était pas le bon patient et toi tu as décidé de l'opérer, de le transférer quand même au bloc opératoire ». Et donc les mécanismes, les outils de monitoring qu'on a mis dans le jeu permettent aussi aux formateurs de voir quels étaient les arguments
qui étaient avancées par les uns et les autres, et si le leader, celui qui était chargé de prendre la décision, le manager, a suivi ou pas cet argumentaire, ou en tout cas a su identifier quel était l'argument clé pour prendre sa décision. Alors quelquefois, justement, effectivement, les arguments avancés étaient les bons, pour autant la décision était mauvaise. Mais ça dépend du contexte. Et donc le formateur, le travail que fait le formateur en débriefing à l'issue des sessions de jeu est très important aussi. Je reviens à ce que tu disais aussi, Julien, ce matin. Merci beaucoup, encore bravo pour ce retour d'expérience.